tu ne viens pas au mariage, a dit ma mère, la voix plate. Nous avons déjà dit à tout le monde que tu as refusé. Tu es trop jalouse, trop amère et trop instable pour regarder ta sœur être heureuse. Mon père a ri en arrière-plan. Pour une fois dans ta vie, ne mets pas cette famille dans l'embarras en te montrant. Je n'ai pas discuté. Je ne gagnais jamais dans cette maison. 2 jours plus tard, la mère du marié m'a envoyé par texto une capture d'écran de ce que mes parents avaient raconté à ses invités. Je l'ai lu 2 fois. Enfouie dans leur histoire sur ma jalousie se trouvait une petite phrase discrète sur de l'argent qui avait été collecté en mon nom. De l'argent que je n'ai jamais reçu et dont je n'ai jamais su l'existence. J'ai transféré un unique message. 10 minutes plus tard, ma mère a appelé 6 fois de suite. Mon nom est Hélène Butcher. J'ai 34 ans. Et le message que j'ai renvoyé ne s'est pas contenté de répondre à leurs mensonges. Il s'est assuré que les personnes qui avaient autrefois donné de l'argent en mon nom apprennent enfin où il était réellement allé. Avant que je vous raconte ce qui s'est passé ensuite, veuillez prendre un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous appréciez sincèrement cette histoire. Aussi, laissez votre localisation et votre heure locale dans les commentaires. J'adorerais savoir d'où vous écoutez. Laissez-moi commencer là où l'habitude a commencé, parce que rien de tout cela n'a de sens si vous ne comprenez pas ce que j'avais déjà accepté d'être. J'ai grandi en étant celle qui trouvait des solutions. Ma mère avait une expression pour ça. Ellie trouve toujours une solution, disait-elle, et elle ne le disait pas comme un compliment. Elle le disait de la manière dont on décrirait un appareil électroménager fiable. Quand le chauffe-eau tombait en panne, quand la voiture ne voulait pas démarrer, quand quelqu'un oubliait de payer une facture et que les lumières allaient être coupées, Ellie trouverait une solution. Ma sœur Geneviève, de 5 ans ma cadette, était celle que l'on célébrait. J'étais celle que l'on appelait. Je ne dis pas cela avec amertume, ou j'essaie de ne pas le faire. Pendant la majeure partie de ma vie, cela semblait juste naturel. Certaines familles ont un pilote désigné et un passager désigné. Et j'étais le pilote. Et je me disais que les pilotes comptaient plus. Quoi qu'il en soit, j'ai construit une vie sur cette idée. J'ai déménagé à Chicago dans la vingtaine. Je suis devenue infirmière pédiatrique dans un hôpital pour enfants. Une bonne infirmière. Le genre de travail où les gens vous confient les pires jours de leur vie et où vous apprenez à rester calme au milieu du chaos. Je payais mes propres factures. Je n'ai jamais demandé $1 à mes parents. Quelque part en chemin, j'ai décidé que si je pouvais juste être assez utile, assez compétente, l'affection finirait par rattraper le besoin. Être nécessaire me semblait si proche d'être aimé que j'avais cessé de vérifier la différence. Columbus, où vivent mes parents, est à environ 355 miles de mon appartement, 5,5 heures en voiture, un peu plus d'1 heure en avion, si les vols coopèrent. Pendant des années, j'ai fait ce trajet chaque fois que quelque chose tournait mal. Je gardais une note sur mon téléphone, une véritable liste des choses que je réglais discrètement. Leur hypothèque l'hiver où les heures de mon père ont été réduites. Le dépôt de garantie de Geneviève quand elle avait 23 ans et était à court d'argent. La facture du vétérinaire quand leur chien est tombé malade. La liste était longue et je ne l'ai jamais montrée à personne parce que la montrer aurait signifié que je tenais les comptes, et tenir les comptes était pour les gens qui n'étaient pas vraiment de la famille. Je veux que vous compreniez que je n'étais pas stupide à leur sujet. Je voyais le favoritisme. J'avais juste décidé que c'était surmontable. Chaque famille a un favori, me disais-je. Et être la responsable venait au moins avec une sorte de dignité. Je pouvais vivre sans la parade tant que j'étais la personne dont la parade dépendait. L'année où tout a basculé était 2022. Je suis tombé malade, une alerte de santé majeure, détectée tôt, ce qui est à peu près la meilleure version d'une mauvaise nouvelle que l'on puisse recevoir. Il y a eu une opération, puis des traitements médicaux intensifs, puis des mois à me sentir comme un téléphone à 4% de batterie. J'avais une bonne assurance par l'hôpital. Elle couvrait la majeure partie. J'ai payé un peu plus de $4000 de ma poche cette année-là, et je l'ai payé moi-même en plusieurs versements, et à la fin de l'année, c'était réglé. Je vous donne ce chiffre maintenant, $4200, parce qu'il aura de l'importance plus tard d'une manière que je n'avais pas vu venir. Ce dont je me souviens le plus de cette année-là, ce n'était pas la peur. C'était la gentillesse. Pour la première fois de ma vie, ma famille s'est manifestée. Pas en personne. Ils étaient à 300 miles de distance. Mais le téléphone sonnait.
des plats cuisinés arrivaient de la part de gens de l'église de mes parents, Saint-Barthélemy, envoyés dans des glacières, ce qui est une forme d'amour très spécifique. Ma tante Prudence, la sœur aînée de mon père et la colonne vertébrale morale de cette congrégation, m'appelait tous les dimanches. Toute la congrégation prie pour toi, ma chérie, a-t-elle dit une fois. Tu n'es pas seule dans cette épreuve. J'ai pleuré après cet appel. J'ai pensé, enfin. J'ai pensé que la pire année de ma vie m'avait accidentellement donné la seule chose que j'essayais de mériter depuis 3 décennies. J'ai pensé que tomber malade leur avait fait me voir. Il y a eu un moment étrange que j'ai ignoré. Un cousin éloigné m'a écrit par texto quelque chose comme « tellement content que le fond aide ». Je me souviens l'avoir lu et avoir pensé qu'il m'avait confondu avec quelqu'un d'autre. Quel fond? Je n'ai jamais demandé. J'étais fatiguée et j'étais reconnaissante et je ne voulais pas titiller une gentillesse et la voir se transformer en malentendu. Alors, j'ai laissé tomber. J'ai beaucoup pensé à cette décision depuis. Si j'avais demandé quel fond à l'automne 2022, ce serait une histoire très différente. Je n'ai pas demandé. J'aurais aimé le faire. À la fin de cette année-là, j'étais en rémission. Et voici la partie que je n'ai pas remarquée à l'époque. Le téléphone a cessé de sonner. Les plats cuisinés ont cessé. Tante Prudence est revenue à une carte à Noël. La gentillesse était arrivée comme une marée et elle s'est retirée de la même manière. Et je me suis dit que c'était normal. Les gens passent à autre chose. Les crises prennent fin. Je suis retourné à mon rôle de pilote. Et la famille a recommencé à m'appeler seulement quand quelque chose nécessitait une solution. Puis, à l'été 2025, Geneviève s'est fiancée. Son nom était Théodore Langlais. Bonne famille, le genre que ma mère décrivait en utilisant le mot établi, ce qui dans son vocabulaire signifiait qu'ils avaient de l'argent plus ancien et plus discret que le nôtre. Sa mère, Rosland Langlais, était le genre de femme qui écrivait des notes de remerciement à la main et se souvenait des noms de vos enfants. Mes parents étaient ravis d'une manière que j'ai reconnue instantanément. Ce n'était pas seulement leur fille qui se mariait. C'était leur famille qui était enfin vue par des gens qui comptaient. Le mariage n'était pas une célébration. C'était une audition. Et les auditions dans ma famille signifiaient que quelqu'un devait s'occuper de la logistique. Devinez qui? Tu aideras en coulisses, n'est-ce pas, Ellie, m'a demandé Geneviève au téléphone quelques semaines après les fiançailles. Tu es tellement douée pour les parties ennuyeuses, les fournisseurs et les tableurs et tout ça. J'ai dit oui. Bien sûr que j'ai dit oui. Je me suis dit que c'était différent. Que cette fois-ci, être utile et être inclus serait enfin la même chose. Je m'imaginais debout à la réception, portant peut-être un toast, étant présenté au Langlais comme la sœur qui avait tout rendu possible. Je me suis permis de le vouloir. Je veux être honnête sur à quel point je le voulais parce que c'est la seule façon pour que le reste de cette histoire ait un sens. Je n'étais pas une idiote qui ne pouvait pas les voir clairement. J'étais une femme adulte qui les voyait clairement et qui a choisi l'espoir quand même. Une fois de plus, parce que je m'étais convaincu que c'était la dernière fois que je devrais prouver que j'appartenais à la famille. Si je réussissais assez bien le mariage, pensais-je, il ne pourrait plus jamais me regarder autrement que comme quelqu'un d'essentiel. Alors, j'ai commencé à trouver des solutions. J'ai pris en charge la coordination des fournisseurs depuis Chicago, à 300 miles de distance, le soir après des journées de 12 heures. Et quelques semaines plus tard, ma mère a appelé et a dit de cette voix spécifiquement trop désinvolte qu'elle utilisait quand elle était sur le point de demander de l'argent. Que le fleuriste avait besoin d'un acompte et que sa carte était au maximum et si je pouvais juste m'en occuper et qu'il réglerait ça. Nous réglerons ça. C'était la phrase que ma mère disait. Nous réglerons ça toute ma vie et pas une seule fois en 34 ans nous n'avions jamais rien réglé. Je le savais. J'ai envoyé l'acompte quand même. 1900 $. Je l'ai noté sur ma liste téléphonique par habitude et je me suis dit que ça n'avait pas d'importance et j'ai posé mon téléphone et je suis allé dormir. Je ne le savais pas encore, mais je venais de payer avec mon propre argent pour être tenu à l'écart d'une pièce. Le premier signe n'a pas été une porte claquée. C'était une omission, puis une autre, assez petite à chaque fois pour que je puisse me convaincre du contraire. Il y a eu un essayage de robe pour la famille dont j'ai entendu parler après coup. Oh, nous ne pensions pas que tu voudrais faire tout ce chemin juste pour ça, a dit ma mère. Tu es si occupé là-haut.
Il y a eu une séance photo de fiançailles avec toute la famille, et quand j'ai vu les photos en ligne, je n'étais sur aucune d'entre elles. Il y avait un fil de discussion par courriel avec les fournisseurs. Mes fournisseurs, ceux que je gérais, les acomptes que j'avais personnellement payés. Et j'ai remarqué un après-midi qu'un nouveau message avait été envoyé à tout le groupe de planification, et je n'avais pas été mise en copie, pas supprimée, juste pas incluse, comme si je n'en avais jamais fait partie. Chacun pris isolément n'était rien. Une famille occupée oublie des choses. C'est ce que je me suis dit la première fois, et la deuxième, et la troisième. C'est la quatrième qui m'a fait mal au ventre parce que 4 fois n'est pas un schéma d'oubli. 4 fois est un schéma de quelque chose d'autre. Puis Geneviève m'a envoyé par texto le programme de la semaine des répétitions et 30 secondes plus tard, a renvoyé un texto. Ignore ça, mauvaise conversation, lol. Mais je l'avais déjà vu. Le message provenait d'une discussion de groupe et la discussion avait un nom, équipe mariage, avec un petit emoji d'alliance. Et dans la partie visible de l'écran, au-dessus du programme, il y avait une ligne de ma mère qui disait « Tiens-eux à l'écart pour l'instant. Tiens-eux à l'écart. » Je l'ai lu 4 fois. Je suis eux. C'est moi qui avais payé le fleuriste. Je gérais les fournisseurs. Ils me contournaient maintenant. Il y avait tout un groupe de coordination pour le mariage de ma sœur, et j'en avais été délibérément, par écrit, exclu, tout en étant sollicité pour faire le travail. Quelle conversation? Et je tapais en retour. Rien, juste les trucs des fournisseurs. Ne t'inquiète pas pour ça, a écrit Geneviève. Et puis, 90 minutes plus tard, de la part de la même sœur qui venait de me voir découvrir que j'avais été exclu du groupe de planification, est venu ceci. Et, peux-tu couvrir le deuxième acompte du photographe? La carte de maman a encore des problèmes. Tu assures toujours. Je suis resté assise avec mon téléphone à la main pendant un long moment. Il voulait mon argent dans la pièce même quand il ne voulait pas mon nom dans la discussion. Je me souviens avoir pensé très clairement que c'était quelque chose de nouveau, que j'étais passé de sous-aimé à activement utilisé. Et que je ne comprenais pas encore pourquoi la distinction comptait autant pour eux, parce qu'elle comptait clairement. On ne tient pas quelqu'un à l'écart tout en gardant sa carte de crédit à disposition, à moins que la boucle ne contienne quelque chose que vous avez besoin qu'il ne voit pas. Il y a eu une autre petite chose cette semaine-là et à l'époque, cela semblait juste être une coïncidence. Une grand-tante à qui je parlais à peine m'a envoyé un message de nulle part. Nous comprenons que tu es dans une situation fragile en ce moment, ma chérie. Personne ne t'en veut. Situation fragile. Je ne lui avais rien dit. Je n'étais pas dans une situation fragile. Je faisais des doubles journées et je payais pour un mariage que je n'étais pas invité à aider à planifier, mais fragile n'était pas le mot. Puis, 2 jours plus tard, un ami de la famille a utilisé exactement la même expression, « Quel dommage que tu traverses une période fragile. » Et puis une troisième personne, un ancien voisin, dans un fil de commentaires, a fait référence au fait que je traversais une saison difficile. Personne ne m'avait demandé comment j'allais, mais d'une manière ou d'une autre, ils connaissaient tous déjà la réponse. Et on leur avait tous donné les mêmes mots pour le dire. C'est là que j'ai compris que je n'étais pas seulement exclu. Il y avait un scénario. Et le scénario parlait de moi. L'appel téléphonique est arrivé environ 2,5 semaines avant le mariage. Je savais déjà que quelque chose n'allait pas car ma mère ne m'appelait presque jamais en premier. Quand mon nom a illuminé sa photo de contact sur mon écran, tout mon corps s'est immobilisé comme il le fait au travail juste avant un code. Ce calme plat et professionnel qui vous envahit quand vous savez que les 60 prochaines secondes vont être mauvaises. Et l'année, a-t-elle dit, sans bonjour. Tu ne viens pas au mariage. Je n'ai rien dit au début, ce qui était une erreur car le silence avec ma mère est un vide qu'elle remplit immédiatement. Nous avons déjà dit à tout le monde que tu as refusé. Tu es trop jalouse, trop amère et trop instable pour regarder ta sœur être heureuse. Elle l'a dit d'une manière plate et répétée, de la façon dont on lit une déclaration que l'on a pratiquée pour qu'elle sorte proprement. J'ai compté le mot « jalouse ». Elle l'a utilisé 3 fois dans cet unique appel. Jalouse de ta sœur, trop jalouse pour être gracieuse. Tout le monde sait à quel point tu as toujours été jalouse. En arrière-plan, j'ai entendu mon père rire, puis sa voix, plus proche, content de lui. Pour une fois dans ta vie, ne mets pas cette famille dans l'embarras en te montrant. Et j'ai dit, d'accord. Pas parce que j'étais d'accord.
Pas parce que ça ne me blessait pas. Ça m'a blessé si profondément que je l'ai senti dans mes mains. J'ai dit, d'accord. Parce que je venais d'entendre quelque chose de préparé. Et j'ai appris en 34 ans que les mensonges préparés ne concernent jamais vraiment la personne qu'ils décrivent. Ma mère n'avait pas appelé pour me blesser, même si elle y était parvenue aussi. Elle avait appelé pour confirmer que je jouerais le rôle qui m'avait déjà été assigné dans une histoire qu'elle avait terminé d'écrire des semaines auparavant. Et à ce moment-là, le seul pouvoir que j'avais était de ne pas lui donner la dispute pour laquelle elle était préparée. Alors, j'ai dit, d'accord. Et j'ai raccroché. Et je suis resté assis sur le sol de ma cuisine pendant un moment et je n'ai pas pleuré, ce qui m'a surprise. Ce que je ressentais n'était pas encore du chagrin. C'était de la suspicion, parce que l'histoire n'avait pas de sens. S'ils ne voulaient tout simplement pas de moi là-bas, si je les mettais dans l'embarras, si j'étais la déception de la famille, la chose la plus simple aurait été de ne pas m'inviter et de ne rien dire. Les gens font ça tout le temps. L'exclusion silencieuse. Au lieu de cela, ils avaient construit tout un récit public. Ils l'avaient dit à tout le monde. Ils avaient répété les mots. Ils avaient planté l'expression aux situations fragiles comme des graines à travers 3 états. On ne construit pas une histoire aussi soigneusement pour empêcher quelqu'un d'assister à une fête. On l'a construit pour le tenir à l'écart d'une question. Au cours des 2 jours suivants, j'ai vu la version publique de moi se propager. Et c'était pire que l'appel téléphonique. Une femme de l'église de mes parents, quelqu'un que j'avais rencontré 2 fois, m'a envoyé un message privé. Je prie pour que tu trouves la paix avec le bonheur de ta sœur, et l'année. L'amertume ne blesse que celui qui la retient. Je n'avais pas parlé à cette femme depuis des années. Il y avait un commentaire public sur l'une des photos de fiançailles de Geneviève, d'un ami de la famille. Tellement désolé que ta sœur n'ait pas pu mettre ses sentiments de côté pour ton grand jour. Tu gères ça avec une telle grâce. Des dizaines de personnes l'avaient aimé. Ce n'étaient pas des gens qui devinaient. C'étaient des gens à qui on avait dit, et dit avec soin, et dit d'une manière conçue pour qu'ils plaignent ma sœur et me désapprouvent avant même que j'entre dans une pièce. Quiconque a construit cette histoire y avait consacré de réels efforts. Et les gens ne consacrent pas ce genre d'efforts à une liste d'invités de mariage. Ils le consacrent à protéger quelque chose. Je revenais sans cesse à l'effort. Pourquoi faire de moi la méchante? M'exclure était gratuit. Me calomnier à travers toute une congrégation était coûteux. Socialement, cela leur coûtait quelque chose de dire ces choses, de les maintenir, de les coordonner. Personne ne paie ce prix pour rien. Et puis je me suis souvenu de la congrégation, Saint-Barthélemy, la même église qui avait prié pour moi en 2022, qui avait envoyé les plats cuisinés, qui, un texto égaré d'un cousin m'est revenu en mémoire, avait un fond. Et je me suis souvenu de quelque chose que ma tante Prudence avait dit il y a des mois, joyeusement, lorsque le mariage a été annoncé pour la première fois. Tout le monde de Saint-Barthélemy sera là, ma chérie. Toute l'église se déplace pour Geneviève. Toute l'église, les mêmes personnes qui avaient ouvert leur portefeuille pour moi quand j'étais malade, seraient assises sur ces bancs à regarder ma sœur se marier. Et soudain, garder mon visage hors de cette pièce spécifique, devant ces personnes spécifiques, prenait un sens très particulier que je pouvais sentir mais pas encore nommer. J'ai ouvert mes anciens messages de 2022, ceux de quand j'étais malade, ceux que j'avais été trop fatiguée et trop reconnaissante pour examiner, et j'ai commencé à les lire différemment, non pas comme une patiente effrayée, mais comme quelqu'un qui essaie de comprendre ce qu'elle avait manqué. C'était le jeudi soir. Le samedi, la mère du marié m'a envoyé un texto. Le numéro n'était pas dans mon téléphone. La photo de profil était une vieille photo de mariage. Un couple que je ne reconnaissais pas, debout sous une arche. Le premier message était prudent, presque formel. Et l'année, pardonnez-moi de vous contacter de cette manière. C'est Rosalind Langlais, la mère de Théodore. Je suis dans le groupe de planification du mariage avec vos parents, et quelque chose est passé récemment que je ne pense pas était destiné à ce que nous le voyons tous. Je préférerais vous demander directement plutôt que de supposer le pire de qui que ce soit. Puis-je vous l'envoyer? Je l'ai lu 2 fois. Quelque chose est passé qui n'était pas destiné à ce que nous le voyons tous. J'ai tapé un seul mot. Oui. La première capture d'écran était un message que ma mère avait envoyé directement à Rosalind, en tête-à-tête, des semaines plus tôt. Je pouvais dire qu'il était direct parce que le nom de Rosalind était en haut et que le redatage était ancien,
plus ancien que l'appel téléphonique de ma mère me disant que je n'étais pas invité. Ma mère avait écrit « Je veux être honnête avec vous avant le mariage, de mère à mère. Nous n'inclurons pas notre fille aînée, et l'aînée. Elle a du mal avec la jalousie envers Geneviève depuis qu'elles sont petites. Et honnêtement, elle n'est pas dans un état stable. Nous ne voulions pas accabler votre famille avec ces problèmes un si beau jour. Il est plus aimable pour tout le monde qu'elle reste simplement à l'écart. Je sais que vous comprenez. » Je l'ai lu debout dans ma cuisine. La cruauté était presque impressionnante. Elle s'était fait passer pour protectrice, raisonnable, une mère faisant un choix difficile et aimant. Et elle l'avait fait des semaines avant de m'appeler pour me le dire. Ce qui signifiait que lorsque ma mère était au téléphone, nous avons déjà dit à tout le monde que tu as refusé, elle ne décrivait pas quelque chose qui venait de se passer. Elle récitait une décision qui avait été finalisée et distribuée bien avant que je ne sache qu'elle existait. Ils avaient écrit l'histoire de mon absence avant de me dire que j'étais absente. Mais ce n'était pas le message qui a tout changé. Rosalyn a envoyé une deuxième capture d'écran et avec elle, une courte note. Celui-ci est arrivé dans la discussion de groupe par erreur. Je pense. J'ai hésité à vous le montrer, mais cela ne me semblait pas juste et vous semblez être quelqu'un qui mérite la vérité. La deuxième capture d'écran provenait du groupe de planification conjoint, celui avec les deux familles. Ma mère y avait tapé un message qui était clairement destiné à une autre conversation privée. Il disait « Assurez-vous juste absolument qu'Elane reste à Chicago. Si elle est debout dans cette église avec les gens de Saint-Barthélemy, quelqu'un va mentionner l'argent que nous avons collecté pour elle. Et je ne vais pas avoir cette conversation au milieu du mariage de Geneviève. L'argent que nous avons collecté pour elle. Je veux vous dire que j'ai tout compris d'un coup, mais ce n'est pas le cas. Je l'ai lu 3 fois avant que les mots ne se réarrangent en une forme. L'argent que nous avons collecté, pas l'argent que nous avons dépensé ou l'argent que nous devons. L'argent que nous avons collecté auprès de gens, collecté auprès des gens de Saint-Barthélemy, pour elle, pour moi. Je n'avais jamais demandé à personne de collecter de l'argent pour moi. Je n'avais jamais reçu d'argent que quelqu'un avait collecté. Et cette seule erreur d'inattention, ce seul message que ma mère a envoyé à la mauvaise conversation. Ma mère, qui n'était jamais négligente avec l'argent, jamais. Elle venait de le remettre à la personne exacte qu'elle essayait le plus au monde d'impressionner. Je suis retourné dans mes messages de 2022, et cette fois je savais ce que je cherchais. Cela a pris 20 minutes. C'était dans la grande conversation familiale, celle avec tous les oncles, tantes et cousins de ce mois d'août. Ma mère l'avait écrit elle-même. S'il vous plaît, tout le monde, notre Elane se noie sous les factures médicales qu'elle n'a aucun moyen de payer. Le traitement a été plus que ce que nous imaginions. Tout ce que vous pouvez donner pour ces soins, s'il vous plaît, donnez-le. Dieu se souviendra de chaque dollar. Se noie sous les factures médicales qu'elle n'a aucun moyen de payer. Je me suis assise. J'ai sorti mes propres dossiers, ce que je garde parce que je suis le genre de personne qui garde des dossiers. Mes relevés d'assurance de 2022. Mon total à payer de ma poche pour toute l'année de mon processus de rétablissement, 4200 $ et des poussières, payés en plusieurs fois, soldés en décembre, payés par mois. J'étais infirmière. Je comprenais ma propre couverture mieux que presque n'importe qui dans cette famille n'aurait pu le faire. Je ne me suis jamais noyé. Il n'y a jamais eu de dette que je ne pouvais pas payer. Il y a eu une facture modeste que j'ai gérée discrètement moi-même, de la même manière que je gérais tout discrètement. Et pendant que je le faisais, ma mère racontait à toute une congrégation que je sombrais pour qu'ils vident leur portefeuille. J'avais 2 messages ouverts sur mon téléphone. L'un suppliait des étrangers de me sauver d'une dette qui n'a jamais existé. L'autre prouvait que j'avais payé mon propre chemin en totalité sans jamais savoir que le premier message avait été envoyé. J'ai transféré exactement l'un d'eux avant de vous dire à qui je l'ai envoyé. Et je vous promets que le qui est tout l'intérêt. Je veux vous demander quelque chose parce que je n'ai jamais pu y répondre clairement moi-même. Si vous trouviez un message écrit par votre propre mère, suppliant des étrangers pour de l'argent en votre nom, de l'argent que vous n'avez jamais eu et dont vous n'avez jamais eu besoin, resteriez-vous silencieux pour préserver la paix? Ou laisseriez-vous enfin, après une vie à la préserver, la paix s'en aller? Dites-moi en un mot dans les commentaires. Silencieux ou parler? Je les lirai et ensuite restez avec moi parce que 10 minutes après avoir appuyé sur envoyer, ma mère m'a appelé 6 fois de suite. Voici ce que les gens s'attendent à ce que je dise ensuite.
Ils s'attendent à ce que je dise que je l'ai transféré à Rosalind pour provoquer une scène énorme au mariage, pour tout faire s'effondrer devant les Langlais. Cela aurait été de la vengeance. Cela aurait été du théâtre. Je ne l'ai pas envoyé à Rosalind. Je l'ai envoyé à ma tante Prudence. J'ai besoin que vous compreniez qui est Prudence. Elle est la sœur aînée de mon père, âgée de 66 ans, et elle est ce qui se rapproche le plus d'une conscience à Saint-Barthélemy. Elle dirige le comité de sensibilisation. Elle organise les chaînes de repas. Quand quelqu'un dans cette congrégation est malade ou en deuil ou sans travail, Prudence est celle qui s'assure discrètement qu'on s'occupe de lui. Et en 2022, Prudence était celle qui a fait la collecte pour moi. C'était son écriture dans le registre. C'était sa voix au téléphone chaque dimanche disant « Toute la congrégation prie pour toi ». Quand ma mère a envoyé ce message suppliant pour de l'argent en mon nom, la personne qui l'a cru sur parole et l'a recueilli dollar par dollar auprès de personnes qui lui faisaient confiance, c'était Prudence. J'ai donc transféré l'appel initial de ma mère à la seule personne qui y avait cru et qui avait agi en conséquence. Et j'ai seulement ajouté ceci, Prudence, tu m'as demandé chaque dimanche cette année là comment j'allais, et je ne te l'ai jamais vraiment dit parce que je ne comprenais pas pourquoi je te remerciais. Je comprends maintenant. J'ai trouvé ceci. Mon assurance a couvert mon traitement. J'ai payé le reste moi-même, environ 4000 $, et je l'ai remboursé la même année. Je n'ai jamais reçu de fonds. Je n'ai jamais su qu'il en existait un jusqu'à cette semaine. Je ne te demande rien. J'ai juste pensé qu'avant samedi, tu devrais savoir. C'était tout. Je ne lui ai pas dit quoi faire. Je n'ai accusé personne. Je n'avais pas à le faire parce que j'avais compris quelque chose à propos de ce message qui le rendait bien plus dangereux que n'importe quel discours que j'aurais pu faire. Je n'ai pas écrit l'accusation. Ma mère l'a fait il y a 4 ans, de ses propres mots, de sa propre voix, demandant de l'argent pour une crise qui n'a jamais existé. Tout ce que j'ai fait, c'est placer ces mots à côté de la vérité et les remettre à la seule personne qui avait le droit de se sentir trahi par eux. Certains reçus n'ont pas besoin de commentaires. Ils ont juste besoin d'atteindre une personne qui compte. Et Prudence comptait. Prudence avait dit à ses donateurs, Dieu se souviendra de chaque dollar. Maintenant, Prudence allait se souvenir exactement où chaque dollar était allé. J'ai posé mon téléphone face contre la table et j'ai préparé une nouvelle cafetière parce que la dernière avait refroidi pendant que je lisais Ma vie se réorganiser. Et pendant que le café passait, le téléphone a commencé à vibrer. Ma mère, premier appel. J'ai laissé sonner. Deuxième appel, 40 secondes plus tard. J'ai regardé l'arrière du téléphone s'allumer et s'éteindre. Au quatrième appel, j'avais retourné le téléphone. 6 appels manqués en environ 10 minutes, un toutes les minutes ou deux, et un message vocal de 14 secondes. Je l'ai écouté plus tard, la voix de ma mère. Et pour la première fois de ma vie, elle n'était pas en contrôle. Élanée. Éléanore. Quoi que tu penses que tu viens d'envoyer à Prudence, tu me rappelles à l'instant. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Rappelle-moi. Rappelle-moi tout de suite. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Pendant 34 ans, 6 appels manqués de ma mère signifiaient une urgence. Je devais tout laisser tomber et réparer. Une canalisation éclatée, un chèque sans provision, une crise avec Geneviève. 6 appels manqués signifiaient, Ellie, trouve une solution. J'avais répondu à cet appel toute ma vie. C'était la chose la plus automatique chez moi. Cette fois, j'étais l'urgence. Cette fois, j'étais la chose pour laquelle elle appelait. Et pour la première fois, j'ai compris que le téléphone qui sonnait n'était pas un problème à résoudre pour moi. C'était une conséquence avec laquelle elle devait composer. Je n'ai pas rappelé. J'ai bu mon café. Toute ma vie, le silence avait été le prix que je payais pour rester dans cette famille. Cette nuit-là, pour la première fois, le silence était quelque chose que je gardais pour moi. Le mariage était dans 10 jours, et pour la première fois, ce n'était pas mon travail de m'assurer qu'il se déroule sans accroc. La pression est venue par vagues après cela. Et je dirais ceci pour ma famille. Ils étaient pour le moins une équipe. Chacun d'eux m'a approché d'une direction différente. Et si vous aviez écouté les appels les uns après les autres, vous auriez pu les confondre avec une réunion de stratégie. Ma mère a mené. Elle a appelé le lendemain matin et elle était passée de la panique à la fureur. Après tout ce que cette famille a fait pour toi,
a-t-elle dit, c'est comme ça que tu nous remercies? Tu attends quelques jours avant le mariage de ta sœur pour essayer de tout gâcher? Que as-tu fait de l'argent? Et je demandai. Je l'ai demandé simplement. Sans chaleur, juste la question. Elle n'a pas répondu. Elle a parlé de mon ingratitude et de ma jalousie et des sacrifices qu'ils avaient faits et de la façon dont j'avais toujours eu besoin d'être le centre de l'attention. Elle a appelé les $42 000, parce que c'était le chiffre, $42 000, je l'ai appris plus tard de prudence. Elle l'a appelé l'aide que nous t'avons donnée quand tu étais malade. Comme si je l'avais reçue. Comme si elle m'avait été destinée. Alors où est-il allé? Et je demandai à nouveau. Et encore une fois, elle n'a pas répondu. Je veux que vous remarquiez cela parce que je l'ai remarqué dans chaque conversation qui a suivi. Aucun d'entre eux, pas une seule fois, n'a jamais répondu à cette question. Ils avaient 100 choses à dire sur moi. Ils n'avaient rien à dire sur l'argent. Une personne qui dit la vérité répond à la question. Une personne qui ment attaque celui qui pose la question. Ma mère a attaqué celui qui posait la question pendant 10 jours d'affilée. Mon père a appelé cet après-midi. Son approche était différente. Et à certains égards, elle m'en a dit plus que celle de ma mère. Il ne m'a pas accusé. Il a minimisé. Ellie, allons, maintenant, a-t-il dit de la voix chaude et fatiguée qu'il utilisait quand il voulait qu'un problème devienne plus petit par la simple force de son indifférence. Personne ne pensait à mal avec tout ça. Ta mère s'emporte. Tu sais comment elle est. Ne transformons pas le mariage de ta sœur en guerre. D'accord. Ce qui a été dit, a été dit. Laissons juste tomber. Tu as ri, et je dis, au téléphone, quand tu m'as dit de ne pas mettre la famille dans l'embarras. Il y a eu une pause. C'est juste ma façon de parler, ma chérie. Et puis il a dit la chose qu'il ne voulait pas dire, la chose qu'il a réarrangée dans mon esprit de la même manière que la capture d'écran avait réarrangé ma mère. Écoute, dit-il, exaspéré. J'ai dit à ta mère il y a des années que cette histoire de fond nous reviendrait un jour. Je le lui ai dit, mais ça ne sert à rien de tout remuer maintenant. Je lui ai dit que cette histoire de fond reviendrait un jour. Donc, il savait. Il avait toujours su. Il n'avait pas collecté l'argent et il ne l'avait pas dépensé. Mais il savait depuis 4 ans qu'il existait et où il était allé et ce qu'il était vraiment. Et il n'avait rien dit parce que dire quelque chose aurait signifié une dispute avec ma mère. Et mon père préférait laisser sa fille être calomniée à travers une congrégation plutôt que d'avoir une dispute avec ma mère. Son silence n'avait pas été de l'ignorance. Il avait été du confort. Il avait choisi sa propre paix au détriment de mon nom, tranquillement, pendant des années. Et il avait espéré que je ne le découvrirais tout simplement jamais. Cela faisait en quelque sorte plus mal que le mensonge de ma mère. Ma mère était cruelle. Mon père était juste confortable. Geneviève a appelé cette nuit-là. Ma sœur, la mariée, à 10 jours de son mariage, et quand j'ai vu son nom, j'ai senti le vieux réflexe se déclencher. Celui qui disait, protège-la. Aide-la. Rends-lui les choses plus faciles. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Elle pleurait, ou faisait semblant de pleurer. Pourquoi dois-tu toujours tout ramener à toi? A-t-elle dit. C'est censé être le plus beau jour de ma vie et tu essaies de le gâcher. Je t'aime, Ellie. Vraiment, mais tu gâches tout. J'ai transféré un message, et je dis, à une personne, à propos d'argent qui a été collecté en mon nom. Ce n'est même pas comme si tu avais eu besoin de cet argent à l'époque, a-t-elle lancé, et voilà. Elle avait cessé de jouer la comédie. Dans sa frustration, elle avait dit la chose la plus vraie que quiconque dans cette famille ait dite pendant tout ce temps. Ce n'est pas comme si tu avais eu besoin de cet argent. Pas, je ne sais pas de quel argent tu parles. Pas, il n'y a pas eu de fonds. Elle savait qu'il y avait un fonds. Elle savait qu'il avait été collecté pour moi. Elle savait que je ne l'avais pas eu. Elle savait tout, et sa seule défense était que je n'en avais pas eu besoin de toute façon. Alors, quel était le mal à ce qu'ils le prennent? Ma petite sœur, que j'avais autrefois cru m'aimer au moins à sa manière limitée, avait su tout le temps. Et sa position était que le fait que je n'ai pas eu besoin de l'argent rendait le vol acceptable. Je n'ai pas crié. J'ai dit, tu viens de me dire que tu savais. Et elle est devenue silencieuse parce qu'elle l'a entendu aussi.
J'ai gardé ce message vocal de la même manière que j'avais tout gardé d'autres. Le dernier appel de cette série ne venait pas de mes parents. C'était d'une grand-tante. L'une de celles qui avait utilisé l'expression aux situations fragiles, envoyée, j'en suis sûr, comme une sorte d'ambassadrice. Elle a commencé de manière chaleureuse et raisonnable. Et l'année, ma chérie, gardons juste ça en famille. D'accord. Ces choses se règlent mieux discrètement. Nous n'avons pas besoin d'impliquer toute l'Église. Était-ce en famille? Et je demandais. Quand vous avez demandé de l'argent à toute l'Église? La ligne est devenue silencieuse. Et dans ce silence, j'ai entendu quelque chose de nouveau. Pas de la défense, mais du doute. Elle faisait partie des personnes qui avaient donné. Elle commençait à se demander si on ne lui avait pas menti à elle aussi. Elle n'avait pas de réponse pour moi. Elle a juste dit qu'elle devait y aller, et elle a raccroché. Et j'ai compris que le mur de l'unité familiale avait sa première fissure. Et la fissure n'était pas venue de ma colère. Elle était venue d'une seule question honnête qu'aucun d'entre eux ne pouvait survivre qu'on leur pose. Je n'avais pas à les briser. Je devais juste cesser d'être la personne qui les aidait à éviter la question. Le mariage a quand même eu lieu. Je veux être clair à ce sujet car les gens le demandent toujours. Geneviève a épousé Théodore Langlais un samedi au milieu du mois de mars dans le sanctuaire de Saint-Barthélemy avec environ 140 invités. Personne ne s'est levé et n'a arrêté la cérémonie. Il n'y a pas eu de scène. Je n'étais pas là. J'étais à 355 miles de là, au travail. Et la vérité est venue chercher ma famille sans que j'aie à lever le petit doigt. Parce que la vérité, il s'avère, était déjà assise sur chaque banc. Prudence avait le registre. C'est la chose que ma mère n'avait jamais prévue. Quand vous collectez de l'argent par le biais d'une église, il y a une trace. Prudence le gardait dans un livre relié, de sa propre écriture soignée, parce que c'est le genre de femme qu'elle est. 42 000 $ collectés au cours de l'automne 2022, ligne par ligne, nom par nom, sous une seule rubrique ou pour les soins dès l'année. Prudence m'a dit plus tard qu'après avoir reçu mon message, elle n'avait pas dormi. Elle l'a lu, elle a sorti le livre, elle a regardé 4 ans de sa propre écriture, puis elle a fait la seule chose qu'une personne comme Prudence pouvait faire. Elle a appelé ma mère. Je n'étais pas présente lors de cet appel. Prudence m'en a parlé des semaines plus tard et même alors, elle était prudente avec ses mots car ce n'est pas une femme qui se réjouit de la ruine des autres. Elle a dit qu'elle avait posé une seule question à ma mère. Le livre indique 42 000 $, béatatrice, pour les soins dès l'année. Elle me dit qu'elle n'en a jamais vu un centime et n'en a jamais eu besoin. Elle a payé ses propres factures. Alors j'ai besoin que tu me dises clairement où est allé l'argent. Et ma mère, a dit Prudence, a fait la même chose qu'elle m'avait faite. Elle n'a pas répondu. Elle a parlé de la complexité de tout cela et de la façon dont l'année avait toujours été difficile et que ce n'était pas le moment, avec le mariage si proche. Et Prudence, qui avait passé 4 ans à dire à de bonnes personnes que Dieu se souviendrait de chaque dollar, a écouté ma mère refuser de rendre compte d'un seul d'entre eux, et elle a compris exactement ce qu'elle entendait. Elle n'a pas fait de scène non plus. C'est la partie que j'aime le plus, honnêtement. Que les 2 femmes qui auraient pu faire voler ma famille en éclats, Prudence et Rosalyn, et toutes 2 choisi la même retenue que moi. Prudence ne s'est pas levée à la réception pour lire le registre à voix haute. Elle a juste commencé discrètement, dans les jours précédant le mariage et lors de la répétition elle-même, à poser aux autres donateurs une seule question. Et l'année vous a-t-elle déjà remercié pour votre don? Parce qu'elle me dit qu'elle n'en a jamais eu connaissance. Cette question a fait plus de dégâts que n'importe quel discours n'aurait pu en faire, car la réponse, à chaque fois, était non. Non, elle ne m'a jamais remercié. Non, je n'ai jamais eu de ses nouvelles. Et les gens qui avaient donné 800 $, 1000 $, 1500 $ pour le processus de rétablissement d'une jeune femme ont commencé, un par un, à faire le même calcul que moi. Ils ont regardé la famille qui avait demandé cet argent. Ils ont regardé le mariage que cette famille organisait. Les fleurs, l'orchestre, les 140 invités, les beaux-parents établis. Ils se sont souvenus que la fille malade n'était même pas là et avait été soudainement décrite comme trop jalouse et instable pour venir. Et ils ont commencé à poser à voix haute, lors du dîner de répétition, la question exacte que ma mère avait passé 10 jours à refuser de répondre. Un homme, je n'ai jamais appris son nom, Prudence l'a juste appelé une bonne âme du service de 8 heures, aurait dit platement devant une table d'invités.
J'ai donné 800 $ pour le traitement de cette fille. Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi elle n'est même pas dans le bâtiment? Personne ne le pouvait. La seule personne qu'ils avaient travaillé si dur et payé si cher socialement pour tenir à l'écart de cette pièce s'est avérée être la seule chose dont tout le monde voulait parler. Et Rosalyn. Rosalyn a tout vu clairement. Elle m'avait contacté sur une intuition, et je lui avais répondu sans un seul mot méchant sur ma famille, et elle l'avait remarqué aussi. Elle a dit à ma mère à un moment donné ce week-end-là, une phrase qui m'est revenue, et que je n'ai jamais oubliée. J'ai demandé directement à votre fille, et elle m'a dit la vérité sans jamais essayer de me monter contre l'un de vous. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur lequel d'entre vous je devais croire. Les Langlais n'ont rien annulé. Théodore a épousé Geneviève. Mais il devait y avoir un moment, un toast commun, les deux familles se levant ensemble, le genre de bénédiction publique que ma mère avait recherché tout ce temps. La raison même pour laquelle le mariage était une audition. Rosalyn a discrètement refusé de le faire. Elle était gracieuse. Elle était chaleureuse avec les invités. Et elle a refusé la seule chose que mes parents avaient le plus désiré, qui était d'être publiquement accueillis comme des égaux par une famille qui comptait. Le mariage a eu lieu, mais l'histoire qu'il était censé raconter sur les butchers n'a pas survécu au week-end. J'ai appris la plupart de cela depuis une salle de pause d'hôpital, entre deux patients, le jour du mariage. Mon téléphone s'est illuminé de messages de prudence et, les jours suivants, d'une poignée de donateurs qui avaient retrouvé mon numéro pour s'excuser. Une femme a écrit un long message tremblant sur la façon dont elle avait donné de ses économies de retraite et à quel point elle était désolée de ne jamais avoir posé de questions. Un autre m'a simplement envoyé 800 $ via une application avec une note. Cela vous était destiné depuis le début. J'ai honte que cela ait mis si longtemps à vous parvenir. Je ne l'ai pas gardé. J'ai descendu le couloir et j'ai fait don de la totalité des 800 $ au fond de mon propre hôpital. Le vrai. Celui qui aide les familles qui ne peuvent pas couvrir le traitement de leurs enfants. Cela semblait être le seul endroit honnête où ils devaient aller. Ma famille avait passé 4 ans à décider qui j'étais. Il a fallu 10 jours pour que la vérité me présente correctement. Et la partie la plus étrange, la plus paisible, est que cela s'est fait entièrement sans moi dans la pièce. Les retombées n'ont pas été un film. Personne n'est allé en prison. Rien n'a explosé. Ce qui s'est passé a été plus lent et, je pense, plus fidèle à la façon dont ces choses se passent réellement. Mes parents n'ont pas perdu leur argent ou leur maison. Ils ont perdu la seule chose qu'ils avaient jamais vraiment appréciée, qui était leur position à Saint-Barthélemy. Cela ne s'est pas produit avec une confrontation. C'est arrivé comme une marée qui se retire. Ma mère avait dirigé le comité de l'événement de printemps de l'église pendant des années, et ce printemps-là, discrètement, quelqu'un d'autre a été invité à le diriger. Les invitations aux choses qui comptaient ont cessé d'arriver. Les vieux amis sont devenus un peu occupés ces derniers temps. Une voisine, une femme décente, l'a même dit en face à ma mère, et ma mère me l'a répété lors d'un appel ultérieur comme si c'était un scandale. Nous allons juste prendre un peu de recul par rapport à votre famille pendant un certain temps, Béatatrice. J'espère que vous comprenez. Mes parents m'avaient échangé contre leur réputation dans cette communauté. Au final, ils n'ont gardé ni l'un ni l'autre. Mon père a rappelé environ 3 semaines après le mariage. C'était un appel différent. Il n'a pas minimisé cette fois. Il semblait vieux d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. J'ai ri de toi lors de cet appel téléphonique, a-t-il dit, parce que c'était plus facile que de tenir tête à ta mère. C'est la vérité. J'ai fait la chose facile en ce qui te concerne toute ta vie. Et j'ai laissé un mensonge sur toi circuler dans une église pendant 4 ans parce que le corriger m'aurait coûté une dispute. Je ne vais pas rester ici et te dire que je ne savais pas. Je savais. Je suis désolé, Ellie. Je ne te demande pas de le pardonner. Je voulais juste le dire à voix haute une fois sans ta mère dans la pièce. C'était la première chose honnête que mon père m'ait dite depuis des années. Il a également renvoyé les 1900 $ que j'avais payés pour la compte du photographe. 4 ans en retard en esprit, sinon en fait. Et je veux être prudente ici car c'est là que ces histoires trichent habituellement. Les excuses ne nous ont pas réparés. Elles n'ont pas effacé le rire ou le silence ou les décennies à choisir le confort plutôt que moi. Mais je me suis permis de remarquer que c'était quelque chose, un quelque chose de réel, de spécifique, d'imparfait. Il a nommé la chose exacte qu'il avait faite de mal,
et il n'a pas tout mis sur le dos de ma mère. C'est plus que ce que la plupart des gens obtiennent jamais. Je lui ai dit que je l'avais entendu. Je ne lui ai pas dit que nous allions bien parce que ce n'était pas le cas. Mais j'ai laissé la porte entr'ouverte et je le pensais. Geneviève n'a jamais plié. De tous, elle est celle qui est restée exactement qui elle était. Elle m'a envoyé un dernier message quelques semaines après le mariage, et il n'y avait aucune excuse dedans, seulement de la blessure. Tu ne pouvais pas me laisser avoir une journée parfaite. Tout le monde chuchotait à propos de notre famille à mon mariage à cause de toi. Je ne te pardonnerai jamais pour ça. Lisez ça à nouveau. Tout le monde chuchotait à cause de moi. Pas à cause du mensonge. Pas à cause de l'argent. Pas parce que nos parents avaient trompé une congrégation en mon nom. À cause de moi, pour l'avoir fait savoir. Jusqu'à la toute fin. Ma sœur croyait que la tragédie était que les gens l'aient découvert, pas que tout cela soit vrai. Elle pensait toujours que le vrai problème était la révélation et non le fait qu'ils aient pris l'argent. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire à quelqu'un qui était si attaché à la mauvaise phrase. Et puis j'ai fait la chose qui y a vraiment mis fin. Et ce n'était pas du tout dramatique. J'ai arrêté. Je me suis connecté au compte où je m'étais mis en place au fil des ans comme le filet de sécurité silencieux. Le paiement automatique que j'avais attaché à l'une de leurs factures récurrentes, l'arrangement permanent où j'étais la carte d'urgence. Je me suis retiré de tout ça, non pas pour les punir, mais pour cesser de me porter volontaire pour un rôle pour lequel personne ne m'avait jamais remercié et que tout le monde en était venu à attendre. Toute ma vie, j'avais cru que si j'étais assez utile, l'amour arriverait. J'ai finalement compris que j'avais l'arrangement à l'envers. L'utilité n'était pas un chemin vers l'amour. C'était un substitut. Et tant que je continuais à fournir le substitut, personne n'aurait jamais à trouver la vraie chose. Je ne suis plus en colère. J'ai dit à ma mère la dernière fois que nous avons vraiment parlé ce printemps-là. J'ai juste fini d'être utile au lieu d'être aimé. Tu peux avoir une fille, tu ne peux pas avoir une banque. Elle n'a pas répondu à ça non plus. Mais pour une fois, le silence était à elle de le garder. Nous sommes à la mi-mai maintenant, environ 9 semaines depuis le mariage. Et je veux vous dire où je suis réellement, car le goût s'est avéré plus important que la vengeance que tout le monde suppose que je cherchais. Je suis toujours à Chicago. Je travaille toujours au même hôpital, je prends toujours soin des enfants des autres lors des pires et des meilleurs jours de leur vie. Rien dans ma vie extérieure ne ressemble à un triomphe. Je n'ai pas hérité d'argent. Je n'ai pas déménagé dans un endroit magnifique. Un collègue m'a dit la semaine dernière, « Tu sembles plus légère ces derniers temps, elle. » Et j'ai réfléchi à comment répondre honnêtement. Et j'ai dit, j'ai déposé quelque chose que je portais depuis longtemps. C'est ce qui se rapproche le plus de la description que je peux en faire. Je ne me sens pas victorieuse. Je me sens comme une personne qui a posé un poids qu'elle tenait depuis si longtemps qu'elle avait oublié qu'il ne faisait pas partie de son bras. J'ai retrouvé cette vieille carte bon rétablissement et l'année l'autre jour, celle de 2022 avec ce qui semblait être les signatures de toute la congrégation. Pendant des années, je l'avais gardée sur ma commode comme preuve que j'avais été aimé au grand jour. Je comprends maintenant que la carte et le fond étaient la même performance, que les signatures n'étaient pas pour moi. Elles étaient pour l'histoire qu'on racontait sur moi. Je ne l'ai pas déchirée. Je ne suis pas en colère contre les gens qui l'ont signée. La plupart d'entre eux étaient de bonnes personnes à qui on avait menti. Comme moi. Je l'ai juste mise dans une boîte dans le placard et j'ai refermé le couvercle. Pas avec rage, avec quelque chose qui ressemblait plus à un achèvement. Toutes les portes ne se sont pas fermées. Tante Prudence et moi parlons maintenant, nous parlons vraiment, pour la première fois de ma vie d'adulte. Elle a lancé un nouveau fonds à l'église ce printemps, un fonds transparent avec un registre public que tout le monde peut consulter, car elle a dit qu'elle ne voulait jamais qu'une famille puisse faire à quelqu'un ce qui m'a été fait. Elle m'a appelé il y a quelques jours et a dit, j'essaie une nouvelle recette de gratin. Celui-ci est vraiment pour toi, pas pour une histoire. Puis-je le monter un de ces jours et nous le mangerons ensemble? J'ai ri pour la première fois depuis un moment et j'ai dit oui. Mon père envoie des petits textos, une photo du chien, un article qu'il pensait que j'aimerais. Il ne demande rien, ce qui est nouveau, et je réponds parfois, ce qui est nouveau aussi. Et aucun de nous ne prétend avoir réparé ce que nous n'avons pas réparé. Ma mère et Geneviève sont silencieuses, et j'ai fait une sorte de paix avec l'idée qu'elles pourraient le rester.
Certaines personnes ne peuvent vous aimer que tant que vous payez pour ce privilège. Et quand vous arrêtez, ce qui ressemblait à de l'amour s'avère avoir été un reçu depuis le début. Voici ce que j'ai finalement compris. Et c'est la seule chose que je veux vraiment que vous reteniez de tout cela. Ils ne m'ont pas empêché d'assister à ce mariage parce que j'étais jalouse. Ils m'ont tenu à l'écart parce que j'étais la preuve. Tant que je restais silencieuse, utile et reconnaissante, l'histoire tenait. Au moment où j'aurais pu me trouver dans une pièce remplie des personnes qu'ils avaient trompées, l'histoire s'effondrait. Je n'ai jamais été la mère. J'étais la preuve. Et j'ai passé 34 ans à m'excuser de prendre de la place dans une famille qui vivait tranquillement de moi. Être nécessaire me gardait proche. Être aimé m'aurait permis de me reposer. Il m'a fallu 34 ans pour apprendre la différence entre les deux. Et j'espère, où que vous écoutiez, que cela vous en prendra beaucoup moins. Si cette histoire a atteint la personne utile de votre famille, celle qui trouve toujours une solution, qui paie et n'est jamais remerciée, qui maintient la paix en se taisant. Faites-moi une faveur et dites-leur ce que j'aurais aimé que quelqu'un me dise plus tôt. Vous avez le droit de le déposer. Vous n'avez jamais été la chose qui aurait dû avoir honte. Je suis Elané Butcher. J'ai 34 ans, et j'ai finalement cessé de répondre à un téléphone qui ne sonnait que lorsque quelque chose avait besoin d'être réparé. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.